Bon frère et soir, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. La CEDEAO veut appuyer les trois pays du Sahel, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali dans leur lutte contre le terrorisme. Cette annonce de la CEDEAO intervient à un moment où un bras de fer oppose cette dernière aux trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES. Retrouvons Youssouf Haidara. 1,9 million de dollars US, soit environ 1 milliard de francs CFA pour chacun des trois pays qui composent aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel pour lutter contre le terrorisme. C'est l'annonce faite par le président de la commission de la CEDEAO lors de la présentation de son rapport sur l'état de l'organisation devant le Parlement de cette institution. Cette information émane de l'agence nigérienne de presse ANP et fait la une des discussions sur les réseaux sociaux au Niger. La première question que se posent les Nigériens est de savoir pourquoi la CEDEAO veut-elle financer la lutte contre le terrorisme dans ces trois pays du Sahel. Oui, et pourquoi maintenant? D'abord, la première question, à savoir pourquoi la CEDEAO veut-elle contribuer dans la lutte contre le terrorisme aux côtés des États du Sahel. Les trois pays en question ont les mêmes réalités sécuritaires. Le Mali, pour commencer, fait face à l'insécurité liée aux activités terroristes depuis 2012, date à laquelle une partie de son territoire a été occupée par des groupes d'abord rebelles, puis partagés entre les groupes terroristes et les rebelles séparatistes de l'Azawad. Le Niger, lui, subissait les attaques terroristes depuis 2015, date à laquelle le groupe terroriste Boko Haram s'est attaqué à des localités de la région de Difa située à l'est du pays. Quant au Burkina Faso, la situation sécuritaire s'est dégradée avec l'évolution de l'activisme des groupes terroristes au Mali et au Niger. En 2016, c'est la capitale Ouagadougou même qui a été la cible d'un double attentat terroriste. Si ces similitudes peuvent justifier en partie un appui de la CEDEAO à ces trois pays du Sahel, la question reste posée, car c'est la première fois que l'institution décide d'un tel projet envers les pays du Sahel, pourtant confrontés aux menaces terroristes depuis une décennie pour le Mali et bientôt une décennie pour le Niger et le Burkina Faso. Mais là n'est pas le seul point de confusion. Ces trois pays sont aujourd'hui dirigés par des autorités de fait, ici au sommet de leurs États à travers des coups d'État. Et parmi les mobiles qui sont avancés pour justifier ces prises de pouvoir figure en première loge la question sécuritaire. Pourtant, la CEDEAO n'a pas hésité d'imposer injustement sur chacun de ces pays des sanctions économiques pouvant affecter directement sur les luttes engagées contre les terroristes, respectivement au Mali, Niger et au Burkina Faso. L'on est en droit de se poser la question: si la CEDEAO a-t-elle eu peur de la dynamique de l'Alliance des États du Sahel? En effet, le 16 septembre dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger décident de mutualiser leurs forces pour lutter efficacement contre l'insécurité en général et le terrorisme en particulier. Ils ont matérialisé leur engagement à travers la signature d'un traité créant l'Alliance des États du Sahel, AES en abrégé. Le dynamisme de cette institution laisse paraître l'AES comme une alternative à la CEDEAO, surtout avec les récentes rencontres des ministres de ces trois pays qui ont annoncé la création d'une zone économique et monétaire. Mieux, avec la mutualisation de leurs efforts dans le domaine sécuritaire, les trois pays enregistrent, chacun de son côté, des succès sur le terrain des opérations. Le grand succès en date est la prise de Kidal par l'armée malienne. En attendant, pour la CEDEAO, le dernier mot revient à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui se réunira le dimanche 10 décembre prochain, car c'est eux qui décideront s'il faut entériner ou non le vœu de la Commission. Et pour les trois pays en question, reste à savoir s'ils vont accepter ou non l'offre de la CEDEAO. En début de semaine, une délégation russe de haut niveau a séjourné dans notre pays. Objectif à resserrer les liens de coopération entre les deux pays. Une visite longtemps attendue par les populations du fait de la situation sécuritaire calamiteuse que connaît le pays, à laquelle la Russie pourrait répondre et y apporter sa contribution quant à son règlement. Sidikou Haruna.
Attendu depuis longtemps, trop longtemps d'ailleurs, par les populations du Sahel en général et celles du Niger en particulier, la Russie a finalement remis son pied au Niger à travers la visite d'une de ses délégations de haut niveau, conduite par le vice-ministre de la Défense, M. Lounous Bek Yevkirov. Comme l'on peut s'y attendre, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération militaire entre les deux nations. La Russie, certes, a toujours été un partenaire du Niger. Cette coopération était limitée et s'est bornée dans la formation et l'encadrement, au besoin dans l'achat du matériel militaire. On peut s'attendre tout naturellement à ce qu'il y ait un fort engagement du pays de Vladimir Poutine dans le Sahel en général et au Niger en particulier. Il n'est pas fortuit de le dire, la Russie est une puissance militaire qui a déjà fait ses preuves sur le front de la lutte contre le terrorisme. Au Mali, où son intervention aux côtés des FAMA a soulevé un concert de casseroles du côté des Occidentaux, des résultats probants ont été obtenus. L'expérience des Russes en matière de combat antiterroriste serait un atout pour l'armée nigérienne engagée plusieurs années durant sur ce front avec des résultats plutôt mitigés. Mais la coopération militaire peut aussi s'articuler autour des domaines autres que la lutte directe contre le fléau terroriste. Tout comme au Mali, la Russie peut aider le Niger à améliorer sa logistique militaire en qualité et en quantité. Le Niger pourra ainsi obtenir de ces pays des vecteurs aériens, avions, hélicoptères et drones, soit dit en passant, pour muscler sa force de frappe, et le tout à des conditions plus avantageuses pour les deux nations que tout autre partenariat du genre. Les Russes étant connus pour leur pragmatisme dans leurs relations, mais aussi pour l'accessibilité de leur matériel et produits en termes de coûts. Autant dire que le Niger, tout comme ses voisins du Mali et du Burkina Faso, a tout intérêt à nouer des relations d'un tel niveau de sincérité. Toute chose qui a manqué dans les rapports de ces trois pays avec la France qui, du reste, est accusé à tort ou à raison de financer le terrorisme ou d'en être le parrain ou tout au moins d'être complaisant dans cette lutte, malgré qu'elle s'affiche aux côtés de ces derniers. Cela explique d'ailleurs pourquoi elle est vouée à hégémonie et chassée comme un malpropre. Vous suivrez juste après cette édition d'information un public reportage sur l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Al-Manasik. Al-Manasik qui s'évertue à offrir à sa clientèle une meilleure prestation de service. Aujourd'hui, Al-Manasik est donc une référence dans l'organisation du Hajj et la Umrah au Niger. Le ministre en charge de la santé publique du Niger a procédé au lancement officiel des travaux de la 4e journée scientifique du CERMES, couplée aux premières journées de la Société nigérienne de la pathologie infectieuse. Aïchatou Mamadou et Réabou Labou pour les précisions. La santé de la femme, notamment celle enceinte et du nouveau-né, est aujourd'hui au cœur des préoccupations des acteurs nationaux et internationaux de la santé des communautés du Sud et du Nord à travers la tenue de ces journées scientifiques. Un cadre de donner et de recevoir pour le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES qui est à la 4e organisation de ces journées scientifiques. Rencontre conjointement organisée avec la Société nigérienne de pathologie infectieuse SONIPI pour la tenue de ces premières assises scientifiques. La recherche est au cœur du métier au niveau du CERMES sur les maladies infectieuses et aussi non infectieuses. Les journées scientifiques que nous organisons représentent une plateforme de partage des résultats de la recherche sur des thèmes très variés prenant en compte les préoccupations de nos populations. Nous allons innover cette année avec une table ronde avec les bailleurs, avec les partenaires sur le thème « Quelle recherche et quel financement pour la santé maternelle au Niger ?» Les maladies infectieuses sont au centre des préoccupations en termes de santé dans les pays tropicaux. La limitation de l'accès aux soins, l'utilisation irrationnelle des antibiotiques, les maladies émergentes et réémergentes, les infections chroniques, l'insuffisance de la couverture vaccinale, la question de la prévention et du contrôle des infections sont autant de défis qui se posent aux infectiologues africains. À cela s'ajoutent les changements climatiques et les conflits armés.
Associée à l'événement, l'Organisation mondiale de la santé OMS trouve le cadre propice pour faire des recommandations en faveur de la santé en lien avec le changement climatique. De promouvoir des mesures qui permettent de réduire les émissions de gaz de carbone et améliorer la santé, construire de meilleurs systèmes de santé plus résilients face au changement climatique, protéger la santé contre un large éventail d'impacts du changement climatique. Pour l'autorité en charge de la santé publique au Niger, il s'agit de réduire significativement le taux de mortalité au niveau de ces couches vulnérables. Des progrès remarquables ont certes été réalisés ces 2 dernières décennies, notamment en matière de réduction de la mortalité infanto-juvénile. Le taux de mortalité maternelle au Niger est de 509 pour 100 000 naissances vivantes, alors qu'il est de 542 en Afrique subsaharienne en moyenne. Des efforts restent encore à consentir afin que le Niger soit sur la voie de l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030 et de tous les engagements mondiaux. Protéger la santé de la femme enceinte et du nouveau-né, un défi pour la recherche, thème de la 4e journée scientifique du CERMES, et maladies infectieuses, défis et perspectives en milieu tropical, celui retenu pour les premières assises du SONIPI. Il sera question d'aborder plusieurs sujets touchant la vie de la femme et de l'enfant. Des travaux de 3 jours auxquels il est attendu des résolutions fructueuses, notamment la création des réseaux de synergie entre les acteurs du domaine de toutes les contrées. À travers la tenue de ces journées scientifiques, un cadre de donner et de recevoir pour le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES, réunion d'arbitrage régional organisation pour la programmation des activités 2023-2024 du secteur de l'hydraulique. Les maires des 5 arrondissements communaux, les conseillers municipaux, les cadres centraux et régionaux, les représentants des partenaires techniques et financiers, ONG et associations du secteur de l'eau et l'assainissement pour cette réunion d'arbitrage régional pour la programmation des activités 2023-2024 du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. Un cadre d'échange sur les différentes réalisations conformément au plan d'action annuel élaboré par l'État et ses partenaires et aussi la programmation des nouvelles réalisations dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement dans la région de Niamey. Vous conviendrez avec moi qu'arbitrer, c'est juger, apprécier et prendre position, c'est-à-dire déterminer avec professionnalisme, souplesse et flexibilité les priorités qui vont améliorer les conditions de vie des populations des arrondissements communaux de la ville de Niamey. Et ce, conformément aux objectifs pour le développement durable 6, qui consiste à garantir l'accès à tous à une eau potable et à bénéficier de postes d'eau autonomes, de forages équipés, de pompes à motricité humaine, de mini-adduction d'eau, d'édicules sanitaires et scolaires à travers l'État et ses partenaires. La réalisation des ouvrages hydrauliques et de l'assainissement contribueront à améliorer les conditions de vie de la population. Malgré les efforts de l'État et ses partenaires, les municipalités doivent aussi jouer leur partition. Le lot de responsabilité pèse sur vos épaules, car vous savez bien que notre pays est très vulnérable au changement et à la variété climatique.
c'est juste un rappel. Je me permettrai de partager avec vous certaines réflexions. Vos réalisations antérieures ont-elles permis l'atteinte d'une vision commune et homogène, tant attendue au niveau des 5 arrondissements communaux? Quelle que soit la réponse, retenez que vos programmations futures et ultérieures devront intégrer les technologies modernes englobant des infrastructures de développement durable et répondant aux besoins croissants de nos populations qui subissent une forte pression démographique et des défis d'aménagement urbain. Le général de brigade Assouman Abdou Harouna a saisi l'occasion pour remercier le ministère, la SEN et les partenaires techniques qui déploient d'énormes efforts en vue de contribuer à l'amélioration continue des conditions de vie des populations nigériennes. Il s'agissait là de la réunion d'arbitrage régional pour la programmation des activités 2023-2024 du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement tenue ce jour à Niamey. Le partage des informations, objectifs et affirmations de la citoyenneté des personnes handicapées sur la reconnaissance et la promotion de leurs droits. Cette conférence débat est organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, édition 2023, commémorée le 3 décembre dernier. Placée sous le thème « Unis dans l'action pour sauver et réaliser les ODD » pour, avec et par les personnes handicapées, cette conférence est une occasion pour les initiateurs de promouvoir l'inclusion sociale des personnes handicapées en sensibilisant le grand public sur les enjeux et perspectives de leurs droits et valoriser les actions de proximité. Les personnes handicapées disposent d'un potentiel énorme qu'il faut capitaliser dans le processus de développement de notre pays. La reconstruction d'un monde inclusif, durable et accessible suppose donc la prise en compte de l'approche handicap dans tous les programmes et projets de relance économique. La participation effective de la personne handicapée en tant qu'acteur et maître de son destin, d'où le choix du thème du présent événement. La Fédération nigérienne des personnes handicapées, depuis plus de 20 ans, est en train de pousser le plaidoyer dans plusieurs domaines, tels que l'éducation inclusive, la protection sociale, la santé réadaptation et l'urgence humanitaire, etc. Et ce plaidoyer a conduit à des importants succès, dont entre autres l'adoption par le gouvernement du Niger de la loi 2019-62 déterminant les principes fondamentaux d'insertion des personnes handicapées au Niger. À en croire le chef d'opération du CICR, ces personnes handicapées sont une source d'inspiration et de résilience face à l'adversité. Pour cela, il a réitéré leur engagement à soutenir davantage ces personnes, tout en rappelant les réalisations faites par le CICR en leur faveur. L'assistance à 476 personnes handicapées bénéficiant de services de réadaptation physique, d'appareillage et d'aide à la mobilité. L'inclusion sociale de 354 personnes handicapées, dont 298 pratiquant régulièrement des activités sportives adaptées et 71 orientées vers des micro-initiatives économiques ou des activités génératrices de revenus soutenues par le CICR. Au cours de cette activité, plusieurs sous-thèmes en rapport avec la thématique choisie seront débattus. Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, une foire inclusive des femmes handicapées des différentes régions du pays s'est ouverte depuis le 1er décembre au sein de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs. Une façon de promouvoir les productions de ces femmes.
Direction Maradi où les personnes handicapées de la région ont effectué le déplacement au niveau du gouvernorat pour commémorer la journée internationale des personnes handicapées en formulant des plaidoyers et réitérant leur engagement de soutenir les autorités de la transition. Oussena Hassoumi sur les images du bureau reportage à Bonferré, Maradi. Briser les barrières qui entravent la participation des personnes handicapées à la vie socio-économique et au développement de chaque pays, c'est l'objectif assigné à la Journée internationale des personnes handicapées célébrée chaque 3 décembre depuis 1992 à travers le monde. À l'instar des autres régions, les personnes handicapées de la région de Maradi ont mis à profit cette journée pour lancer un vibrant appel à l'endroit des autorités et de leurs partenaires. Les personnes handicapées jouissent pleinement de leurs droits à travers cette journée, sur le plan national et international. Nous lançons un appel à notre cher État de veiller pour que tous les textes nationaux et internationaux qui doivent être bénéfiques aux personnes handicapées soient appliqués. Pour le deuxième vice-président du Conseil de la ville, le thème choisi cadre avec les objectifs de leur institution. Il a rappelé quelques actions qu'ils ont menées dans le cadre de la promotion des droits des personnes handicapées. Le secrétaire général du gouvernorat a lui souligné l'importance de la journée tout en affirmant que la contribution de tous s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de développement durable ODD. L'un des axes des ODD, c'est le développement humain durable dans l'inclusion sociale, dont l'inclusion sociale demeure un facteur déterminant. Monsieur le secrétaire général, à cet effet, depuis 2012, la ville de Maradi a institué une journée communale de solidarité à l'endroit des personnes handicapées qui se tient chaque année à la veille du mois béni de Ramadan pour venir en aide à cette couche vulnérable de notre société. La ville de Maradi réaffirme son engagement à soutenir les personnes handicapées avec la célébration de la 14e édition communale, Inch'Allah. Le programme de développement durable auquel le Niger s'adhère s'engage à l'horizon 2030 à ne laisser personne de côté. Les personnes handicapées, en tant que bénéficiaires et agents de changement, peuvent accélérer le processus d'un développement inclusif et durable et promouvoir une société résiliente pour tous, y compris dans le contexte de la réduction des risques de catastrophes, de l'action humanitaire et de développement urbain. Pour y arriver, nous estimons que le gouvernement, les personnes handicapées, les organisations représentatives, les institutions universelles et le secteur privé doivent travailler de concert pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette journée vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées. Son organisation dans la capitale économique a été rendue possible grâce à l'implication de Humanité, Inclusion, engagée toujours aux côtés des personnes handicapées de Maradi à travers de multiples 6 décembre 2011, 6 décembre 2023, cela fait exactement 12 ans que l'élève Lamine Maikanti de Zender a été assassiné lors d'une manifestation pacifique. Les scolaires ont tenu à commémorer cette journée. Pour marquer l'anniversaire de l'assassinat de l'élève Lamine Maikanti, assassiné au cours d'une manifestation des scolaires de Zender qui réclamait à l'époque des meilleures conditions d'études et de vie. La police a intervenu et ils ont tiré des gaz lacrymogènes et c'est ce qui a fait que Lamine a reçu une vitesse, si on peut le dire, qui a conduit à sa mort. Maintenant, on va rendre visite d'abord. Bon, on va visiter sa tombe au niveau du cimetière Nassara Idi et on va enchaîner à la grande famille de ses défunts, de ses camarades, de ses martyrs, autrement dit Lamine Maikanti, pour les rendre visite, pour saluer cette famille et on doit continuer pour visiter le sultanat du Tamagaram. Nous sommes en train d'exécuter
respecter ce chronogramme, juste non seulement pour se rappeler de cette perte d'un martyr innocent, mais aussi et surtout pour pouvoir, n'est-ce pas, de poser des activités rituelles et culturelles, parce qu'on va prier pour que son corps repose un peu. 12 ans après, les scolaires nigériens réclament toujours justice à Lamine Maikanti et au-delà à l'ensemble des scolaires assassinés sur l'ensemble du pays. En fait, c'est une pépinière, si vous voulez, pour les sanguinaires, c'est là où tout le monde vient pour tuer. Mais une chose est sûre, avec le temps, le jour où on va avoir des dirigeants qui vont prendre conscience, des dirigeants qui vont dire que oui, en tout cas les scolaires ont raison, il faut que la justice soit faite, il faut que la justice soit rendue à l'égard de ces familles, de ces différentes familles qui ont perdu leurs éléments. Donc là, je pense que c'est pourquoi nous gardons l'espoir. Et là, on garde l'espoir que tout simplement qu'on ne peut pas dire qu'on ne va pas avoir des dirigeants qui seront interpellés, n'est-ce pas, vis-à-vis de nos martyrs, vis-à-vis de ces événements tragiques que nous sommes à enregistrer. Donc c'est en ce sens-là qu'à chaque fois qu'il y a un anniversaire, n'est-ce pas, de ce genre d'événements, nous sommes obligés de sortir pour nous acquitter de notre devoir. Pour permettre aux scolaires du pays de commémorer cette journée, les structures syndicales de l'ISN ont lancé un mot d'ordre de suspension des activités académiques de 24 heures en vue d'approfondir les réflexions et faire des propositions sur la situation des scolaires assassinés au cours des manifestations ainsi que de leurs conditions d'études et de vie.